Très heureux de vous retrouver pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Madame, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Que pensent les journalistes de ces quelques jours de congé pris par les membres du gouvernement béninois? Vous suivrez dans un instant leurs réactions à ce propos. En Californie, un incendie se propageant à toute vitesse à l'est de Los Angeles a déjà consumé plus de 7200 hectares en moins de 24 heures. Vous en saurez davantage dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Gardez surtout votre position d'écoute pour la suite. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Nous vous en parlions la semaine dernière. Les membres du gouvernement béninois sont en congé pour quelques jours. Au dire du ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Pascal Irénée Koupaki, et cette pause gouvernementale doit permettre à chaque ministre du gouvernement talon de se mettre à jour au sujet des dossiers qu'il traite. Cette décision, sans surprise, a suscité des réactions dans l'opinion publique. Quelques journalistes se sont confiés au micro Eden TV d'Antoinette Sagbo et de Cyril Agbo. Suivez plutôt. On ne se plaint pas pour eux de les voir comme ça travailler le week-end, etc. Alors pourquoi lorsqu'ils s'offrent quelques jours de congé, l'on doit davantage s'alarmer, s'indigner? Je pense que le problème ne se pose pas. Et dans le cas d'espèce, il a été demandé au ministre, je crois, de se retirer pour aller peaufiner chacun ce qui le concerne, leur plan d'action sectoriel dans la perspective de la publication du plan d'action, du programme d'action gouvernemental. Bon, les citoyens qui ne partagent pas cette idée de congé gouvernemental sont dans leurs droits. Parce qu'ils estiment que oui, on ne peut pas avoir travaillé 4 mois seulement et aller en congé. Ça donne l'impression de ne pas avoir du travail à faire alors que nous savons combien notre pays a besoin que l'on travaille. C'est une bonne chose qu'on permette aux gens de se reposer aussi. Vous savez, ça fait juste 4 mois. Juste 4 mois. On a fêté les 100 jours maintenant, ça ne fait pas longtemps. 100 jours et plus. Et déjà, ils vont en congé. En fait, l'habitude nous a permis de voir quoi? C'est que les gens travaillent sur une longue période d'abord avant d'aller se prendre des vacances. Et si déjà, au bout de 3 mois, 4, on se tape des vacances, vous savez, on se demande mais pourquoi c'est si vite parti? Est-ce qu'en 3-4 mois, ils ont déjà suffisamment travaillé, ils ont déjà autant travaillé qu'il leur faut maintenant un temps de repos? C'est la question qu'on se pose. C'est vrai aussi que en 100 jours, vous savez, tout ce qu'on attendait de ce gouvernement, tout ce qu'on attendait du gouvernement de la rupture pour un nouveau départ, c'était beaucoup de choses. Ça reste beaucoup de choses. Mais dans le même temps, on peut essayer de voir aussi, c'est peut-être pour restructurer les choses, c'est peut-être qu'ils doivent se retirer, se revoir pour se réorganiser. C'est possible, on n'est pas dans leur secret, mais je pense que même si on devait les accuser, on peut essayer de comprendre aussi. 3 mois, 4, ça paraît tôt pour aller en congé, mais c'est eux qui s'organisent. Allons au Palais des gouverneurs où les députés ont examiné et adopté ce mardi 2 projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de prêt d'Itinara et de services d'ARA signés à Djeddah le 7 avril entre le Bénin et la Banque islamique de développement dans le cadre du financement partiel du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, FADES. Le point avec Amen Didier Rumpenoudji et Romaric Devouchi. Plénière du 16 août sur l'autorisation de ratification d'accords de financement pour construction de l'Université polytechnique d'Abomey et celle d'agriculture de Kétou. 2 dossiers d'autorisation de ratification qui ont trait tous à l'enseignement supérieur pour la construction des universités dans notre pays. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait le déplacement pour défendre ce dossier qui survient à un moment où la polémique sur la nouvelle carte universitaire du Bénin proposée par le gouvernement de la rupture fait monter la tension. La Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a présenté son rapport qui met en relief le coût du financement des 2 projets et les modifications d'octroi de crédit qui cadrent bien avec les orientations de l'endettement du pays sur la période 2016-2019. L'élément donc dégagé par ces 2 prêts est en adéquation avec la stratégie d'endettement à moyen terme 2014-2018 annexée à la loi de finances
dont l'élément don est compris entre 28 et 35%. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedi, a engagé le débat général juste après la présentation du rapport, un débat général qui a permis aux députés de faire ressortir leurs observations et recommandations. S'il y a le gouvernement qui veut faire des réalisations dans une région du pays, Abomey, Kétou, qu'on dise non, il ne faut pas ratifier, je ne suis pas dans ça. Mais comme madame a besoin de notre autorisation pour la ratification, eh bien, nous voulons profiter de ça pour demander de revoir la carte universitaire. Si nous votons, ça ne changera rien à la carte universitaire qui est prévue. Comme elle pense en son âme et conscience que nous sommes rien et que nous n'avons même pas le droit de parler de la carte universitaire, ça relève de l'exécutif, elle appartient. Je crois qu'elle nous a multiplié par 0. Madame le ministre, c'est un cadre, c'est un professeur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va lui apprendre le poids de chaque mot dans une phrase. Aussi voudrais-je remercier, inviter nos collègues à donner cette possibilité à notre nation de vite prendre l'argent, l'essence 17 milliards là, rapidement. En ce qui concerne le Bénin, nous allons toujours aller chercher de l'argent loin d'ici. Et ces réalités-là ont fait que, mais nous ne regardons pas les ratifications, les lois de ratification comme on le regarde ailleurs. Moi, je peux vous dire que j'ai voté des lois ici de ratification, je n'étais pas pour. Mais seulement, il faut être réaliste. Si vous ne ratifiez pas, où est-ce que le gouvernement va avoir l'argent pour travailler? Le ministre de l'Enseignement supérieur sera appelé à rassurer les honorables députés sur la tenue d'un atelier parlementaire pour permettre aux députés de faire les suggestions nécessaires pour une bonne politique de choix de la carte universitaire du Bénin. Après une suspension, la plénière a repris pour l'examen des 2 dossiers à l'ordre du jour. Juste quelques amendements et les 2 dossiers d'accord de prêt pour financement de construction de l'Université polytechnique d'Abomey et celle d'agriculture de Kétou ont été adoptés par les parlementaires béninois. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedi, a rappelé pour finir que les 5 points à l'ordre du jour de cette 3e session extraordinaire sont épuisés et la dite session extraordinaire a été clôturée pour permettre aux députés béninois de se retrouver en vacances parlementaires. Encore un braquage à Cotonou ce mardi à Kadiaou. Les malfrats armés au nombre de 6 ont attaqué un supermarché situé au bord de la voie à quelques mètres du passage à niveau de Ruiho en allant vers Vedoko. Bilan, un blessé grave, aucune information encore sur le butin emporté. Les malfrats ont incendié l'une de leurs motos qui a servi à l'opération avant de prendre la fuite. Poursuivons cette session d'information avec la crise qui secoue l'université d'Abomey-Calavi depuis que le recteur Brice Sessin a invalidé l'année académique à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, FLASH. Les étudiants ont tenté d'annuler les compositions du 2e semestre de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi ce lundi 16 août 2016. De l'huile de vidange et des matières fécales ont été déversées dans les amphithéâtres prévus pour accueillir les étudiants de la dite faculté. Fogis Serroula et Damien Pedro sont allés faire le constat et nous vous présentons d'ores et déjà nos excuses pour certaines images qui choquent que vous verrez dans ce reportage. C'est une scène inédite sur le campus d'Abomey-Calavi. 8 amphithéâtres ont été badigeonnés d'huile de vidange et d'excréments de nature indéterminée. Un cocktail d'éléments qui produisait des odeurs nauséabondes, de quoi empêcher le déroulement de toute activité en ces lieux. Et visiblement, ce sont les compositions des étudiants de la faculté des sciences et techniques qui étaient visées. Évidemment, nous avons connu quelques problèmes, comme vous l'aviez constaté vous-même. Les salles qui étaient prévues pour les compositions ont été vandalisées la nuit. Les étudiants ont envoyé de vidange partout, et tout sent vraiment mauvais. Les étudiants ne peuvent pas composer dans ces conditions-là. Et nous avons fait des efforts pour essayer de les redéployer dans d'autres salles. Et donc actuellement, et depuis quelques 10 ou 15 minutes, les étudiants ont commencé par composer la première évaluation du second semestre. Il faut dire que cet incident intervient
alors que les principales organisations estudiantines ont lancé un mouvement de boycott général de toutes les compositions sur le campus pour protester contre l'invalidation de l'année académique en cours à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, l'exclusion de 21 étudiants qui luttaient pour réclamer la tenue d'une seconde session à la Flash et le paiement des allocations universitaires. Mais le doyen de la faculté des sciences et techniques dit ne pas comprendre pourquoi on s'attaque à ces étudiants qui, eux, bénéficient toujours d'une session de rattrapage. L'administration de la faculté des sciences et techniques n'a pas du tout de contentieux avec les étudiants de la faculté des sciences et techniques. Nous n'avons jamais refusé de faire une session de rattrapage ou bien session de remplacement à nos étudiants. Je ne sais pas pourquoi d'autres étudiants vont nous empêcher de travailler. Et pourtant, on observe une présence remarquable des forces de l'ordre sur le campus d'Abomey-Calavi. Comment les auteurs sont-ils donc parvenus à commettre leur forfait? Nous avons pris assez de précautions, sauf qu'il a fallu d'un incident en ville, notamment du côté de Kokotomé hier, pour que les forces de l'ordre que nous avons positionnées soient réquisitionnées. Et le temps d'aller et revenir, on a eu ces vandales qui ont opéré dans les amphis. Certains responsables étudiants de la FAST, quant à eux, disent comprendre la lutte des associations estudiantines et même s'ils s'attendaient à une riposte, ils s'étonnent de cette méthode qu'ils n'apprécient guère. Compte tenu de la situation qui prévaut vraiment, on savait que quelque chose allait se passer peut-être ce matin éventuellement, mais on ne s'attendait pas à cet aspect des choses qu'on a constaté. Nos inquiétudes, reste à savoir si, avec ces conditions, si vraiment les camarades étudiants auront peut-être la chance bien, la chair, bien l'organisme va leur permettre de composer dans cette ambiance-là. Parce qu'on se demande si vous êtes venu à une composition, ça tout se passe psychologiquement. Avec cet aspect des choses qu'on observe maintenant, est-ce que l'état psychologique des gens vont leur permettre quand même de composer dans cette ambiance-là? Ces évaluations de la FAST qui prennent en compte près de 2000 étudiants se dérouleront jusqu'au samedi. Restons à l'université d'Abomey-Calavi où plusieurs réactions ont été enregistrées après cet incident. Les responsables des associations estudiantines, dont l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, se sont aussi exprimés. Suivez plutôt. Je crois que les excréments et les vidanges, nous sommes allés constater, comme vous aujourd'hui, que les salles ont été badigeonnés des excréments et des vidanges. Et je dois vous rappeler aussi que les étudiants seuls ne forment pas la communauté universitaire. Donc on accuse directement les étudiants, je ne peux pas comprendre. Jusque-là, nous n'avons pas d'idée sur des acteurs de ce que nous avons observé ce matin. Et je dois pouvoir aussi dire que si jusqu'à l'heure où je vous parle, on a opté ou bien on a choisi les voies pacifiques, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes des intellectuels. Il y a certains de nos actes qui doivent refléter notre niveau. Mais nous sommes coincés parce qu'on se demande jusqu'où on ira avec la pacificité. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est amer. Et dans un pays de droit, qu'on envoie les forces de l'ordre tabasser des responsables étudiants ou bien des étudiants qui sont en train de réclamer de façon pacifique leurs droits. C'est le terrain qui commande parce que nous, on va réclamer la libération sans condition de tous les camarades étudiants qui ont été arrêtés, les responsables étudiants qui ont été arrêtés et sans condition. Il n'y a pas eu d'acte de vandalisme à l'université d'Abomey-Calavi. Et si vous avez remarqué des excréments ou des huiles de vidange dans les amphis, c'est tellement une initiative des étudiants de la FAS pour pouvoir montrer aux autorités de la FAS qui sont en train d'accompagner les camarades étudiants de la Flash pour le mouvement étudiant. Suite à ce comportement d'incivisme observé sur le campus d'Abomey-Calavi, le président de l'Union des scolaires et étudiants du Bénin a été arrêté par les forces de l'ordre. Le chef de sécurité de l'université d'Abomey-Calavi a donné quelques explications sur les conditions de son arrestation. Depuis la nuit dernière, aux environs de 21h45 comme ça, il était à la tête de plus des centaines d'étudiants venus des résidences qui sont venus avec des pots de peinture et jusque-là on ne savait pas ce que ça contenait, ce que ces pots-là contenaient. Nous étions restés impuissants à les voir rependre et c'est l'odeur qui a attiré notre attention. On a su que c'était des excréments humains ou animaux.
ce matin, il est revenu encore à la charge pour empêcher les vrais étudiants de composer. Oui, je dis bien pour empêcher les vrais étudiants de composer. C'est ainsi qu'il a été poursuivi jusqu'au niveau des résidences là-bas. Parce que c'est de là-bas ils viennent. Et c'est là-bas encore ils retournent. Et c'est à ce niveau-là il a été appréhendé. Et pour nous, comme je le disais techniquement, il n'est plus étudiant. Il fait partie des 21 qui sont exclus. La procédure va suivre. Nous sommes à présent hors du Bénin. La campagne présidentielle a pris un tournant mardi au Gabon avec l'annonce du retrait de 2 des principaux candidats d'opposition en faveur d'un 3e poids lourd, Jean Ping, pour défier le président sortant Ali Bongo au scrutin à tour unique du 27 août prochain. La campagne électorale au Gabon pour la présidentielle du 27 août a pris une nouvelle allure. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, 73 ans, a en effet obtenu le soutien de 2 candidats d'envergure. Il s'agit de celui de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, et celui de l'ex-premier ministre, Kazimi Oyemba, ce mardi après une dernière séance de négociation. Ces 3 personnalités sont tous d'anciens cadres du régime d'Omar Bongo Ondimba, père et prédécesseur du président sortant, Ali Bongo. Aujourd'hui, ils s'unissent contre le fils de leur ancien chef, clamant qu'il est un enfant adopté et qu'il ne peut être président de la République en vertu de la constitution gabonaise. Quant à Jean Ping, né d'un père chinois installé au Gabon dans les années 1920, il a salué le leadership des autres candidats qui lui ont apporté leur soutien. Monsieur Kazimi Oyemba et Guy Nzouba Ndama, chers amis et chers frères, vous avez, comme moi, toutes les aptitudes indispensables pour prétendre aux hautes responsabilités de l'État. L'intérêt supérieur du pays vous a conduit à me désigner comme porte-étendard afin de dégager et de mettre fin au règne de l'imposteur, du dictateur. Pour le porte-parole du gouvernement gabonais, cette union de l'opposition est un marchandage d'épiciers et une alliance contre nature qui présente un risque pour le Gabon. Mais pour Zachary Mimboto, président de l'Union nationale, cet accord ouvre plutôt une nouvelle page de l'histoire du Gabon. Aujourd'hui, le Gabon vit un événement inédit, le sens élevé du devoir. Le patriotisme ont prévalu sur tout le reste. Et c'est ça l'avantage. Et c'est un nouveau Gabon qui se construit. Sans Ali Bongo Ondimba. Alors qu'Ali Bongo déclarait vendredi que les candidats de l'opposition n'ont aucune chance de gagner contre lui, cette alliance a de quoi remettre en doute sa sérénité de se faire réélire. Gigantesque incendie en Californie se propageant à toute vitesse à l'est de Los Angeles. En moins de 24 heures, plus de 7200 hectares ont été consumés, entraînant l'évacuation de plus de 82 000 personnes en Californie où l'état d'urgence a été déclaré. Le point avec Antoinette Sagbo. Ce mardi 17 août, vers 10h30 local, 17h30 GMT, un incendie géant s'est déclenché en Californie à l'est de Los Angeles. En moins de 24 heures, plus de 7200 hectares ont été consumés et 82 600 personnes au moins sont évacuées. De même, 34 500 maisons et bâtiments ont été engloutis par le feu. Les montagnes desséchées du comté de San Bernardino sont en flammes. Pour l'heure, difficile aux 1250 sapeurs-pompiers mobilisés sur les lieux de maîtriser la vitesse du feu. 2 d'entre eux ont d'ailleurs été blessés par les flammes. Le feu continue de se diriger rapidement vers le nord. Ces dernières semaines, sur l'ensemble des États-Unis, plusieurs incendies sont enregistrés, essentiellement dans l'ouest du pays, dont 6 en Californie, 7 dans les montagnes rocheuses et un autre dans l'Idaho. Les autorités californiennes sont à bout de souffle. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur Jerry Brown pour mobiliser les ressources de toutes les agences gouvernementales de son État.
Face à l'infertilité grandissante en Iran, de plus en plus de couples doivent jongler avec les tabous pour avoir un enfant par insémination artificielle. L'infertilité a fortement augmenté ces dernières années dans le pays, affirment des experts iraniens, en citant notamment comme cause probable la pollution de l'air et une alimentation de mauvaise qualité. Reportage. Dans la clinique Avicenne de Téhéran, des dizaines de fécondations in vitro sont réalisées chaque jour. En Iran, l'infertilité a beaucoup augmenté ces dernières années, au point que 3 millions de couples seraient incapables d'avoir un enfant. D'après une étude de 2012, le taux d'infertilité est de 5 à 8% plus élevé que la moyenne mondiale. Environ une centaine d'hommes viennent ici chaque jour pour passer un spermogramme. Ça signifie que 100 couples viennent chaque jour, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous besoin d'une opération. Ils peuvent parfois être soignés avec des médicaments. Dans cette société en partie conservatrice, l'infertilité est souvent synonyme de tabou. Et pour ajouter à la confusion, les positions des dignitaires religieux ne sont pas toutes identiques. Pour toutes ces raisons, Mohamed préfère rester anonyme. Dans le hall de la clinique, il attend le retour de sa femme de la salle d'opération. Certaines personnes n'aiment pas admettre recevoir un don de sperme parce que des membres de leur famille pourraient ensuite dire que le sperme n'est pas de lui et que l'enfant ne peut pas hériter, car il ou elle ne fait pas partie de la famille par les liens du sang. L'Iran possède 60 centres de traitement de l'infertilité, mais tout le monde n'a pas accès aux soins. Une fécondation in vitro coûte au minimum $2000, 5 fois plus que le salaire mensuel moyen d'un employé. Malgré cela, ces dernières années, le nombre de patients de la clinique Avicenne a augmenté de 15% par an. L'infertilité masculine a fortement augmenté. La qualité du sperme a dramatiquement baissé et nous observons également de plus en plus de ménopause prématurée. Parmi les nombreuses causes possibles, la pollution dans cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants où l'air est souvent irrespirable. Mais aussi le manque d'installation de traitement des eaux, une alimentation de mauvaise qualité et des usines polluantes. La FIFA est en deuil. João Havelange, l'un de ses anciens présidents, est décédé ce mardi à Rio de Janeiro à l'âge de 100 ans. Le Brésilien Havelange avait dirigé l'instance mondiale de 1974 à 1998. Il fut le 7e président de la FIFA. Que son âme repose en paix. C'est ici, Madame, Messieurs, que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez la même équipe à 20h avec Narcisse Routon à la tête de la production et de la réalisation. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV. Bon appétit.